Bonjour Annie Teboumoni, donc vous êtes chercheuse à l'INSERM. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette audition avec nous, donc, qui est dans le cadre d'une proposition de loi sur l'interdiction du glyphosate qu'on prépare pour le 21 février. Donc vous êtes spécialiste en santé publique et vous avez préparé un petit topo de départ, donc je vous laisse la parole et merci encore, c'est un vrai plaisir de vous recevoir à l'Assemblée nationale. Écoutez, merci de votre invitation, parce que c'est vraiment des sujets sur lesquels je suis très très sensible. Et en fait, tout d'abord, glyphosate ou Roundup, c'est-à-dire que il faut revenir à ce qu'est l'utilisation du glyphosate et pas seulement la substance active. Donc là, je cite un article que je vous recommande dans le dernier numéro de l'Écologiste. Il y a un très bon article de Gilles-Éric Serralini qui explique très bien toutes les questions de toxicité. Une phrase tirée de cet article: le glyphosate dilué 100 000 fois tue en 2 jours les cellules de placenta humain. Ça fixe un peu les choses. Le glyphosate est non biodégradable, c'est donc un produit organique persistant. Le glyphosate seul n'est pas un pesticide à proprement parler, il n'agit qu'en synergie avec des adjuvants qui entrent pour 40% dans sa composition. C'est dans la composition des préparations. Et ces adjuvants sont des dérivés du pétrole, qui sont des cancérogènes, mutagènes, neurotoxiques, toxiques pour la reproduction. L'arsenic, qui est un cancérogène, et on a même des tableaux de maladies professionnelles dans les 2 régimes, régime agricole et régime végétal, qui reconnaissent les maladies professionnelles, les cancers professionnels liés à l'arsenic. Et alors, quand on regarde le dossier scientifique, on voit un peu plus près. Alors, avec Gilles-Éric, on a exactement la même position. Moi, je l'ai développé dans mon bouquin La science à Sergi, une partie porte sur les pesticides. C'est que les études faites par les producteurs, et Monsanto en particulier, sont totalement incomplètes. Un exemple pour des cancérogènes, pour tester la cancérogénicité en expérimentation animale, il faudrait évidemment mener les expérimentations au-delà de 1 003 ans pour obtenir un nombre de tumeurs chez les rats, par exemple, qui correspondent à la réalité. Or, la plupart du temps, les études sont faites à moins de 2 ans, voire moins d'1 an, et donc on ne voit pas les tumeurs. Et ça, c'est hyper important parce qu'une des raisons pour lesquelles on n'interdit pas le glyphosate, c'est toujours qu'ils nous disent les études et les scientifiques ne sont pas sûrs de la nocivité du glyphosate et des effets cocktails dont vous parlez. Et donc c'est l'argument qu'ils utilisent le plus pour refuser d'interdire ce produit. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Les études sont malhonnêtes d'un point de vue scientifique. Il y a une disqualification des chercheurs comme Serralini, et Serralini a gagné 7 procès contre les firmes depuis 2011. Il le dit dans cet article, parce que ces études à lui sont extrêmement rigoureuses. Alors, je voudrais insister sur un autre aspect justement sur la production scientifique, c'est que dès 1962, tout était connu sur la dangerosité des pesticides, grâce à Rachel Carson avec le Printemps silencieux, mais il y a eu une campagne orchestrée par Monsanto contre Rachel Carson, et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui d'être avec le fait qu'on diffère indéfiniment des décisions de santé publique qui auraient dû être prises il y a 50, 60, pratiquement 60 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut interdire les préparations contenant du glyphosate? Moi, j'utilise cette expression-là, c'est-à-dire c'est l'interdiction des préparations contenant du glyphosate. Parce que vous en avez des variantes indéfinies, mais sachant que les adjuvants sont là, et que donc on est face à une polyexposition à des cancérogènes multiples, qui sont en plus neurotoxiques, toxiques pour la reproduction, etc.
en termes d'utilisation, en France, c'est utilisé au point que on retrouve du glyphosate, c'est Génération Future qui l'a mis en évidence, bon, dans les cheveux des députés bien sûr, mais aussi dans les lentilles, dans le riz, dans un certain nombre de denrées, dans le blé. Donc ça veut dire qu'effectivement, il est passé dans la chaîne alimentaire à partir de son utilisation en France. Et le plus grave, c'est probablement l'utilisation qui en est faite de façon extensive sur les cultures OGM de soja, de maïs, de riz, qu'on se récupère à l'importation, parce que en fait, les cultures OGM sont faites pour résister au Roundup, et donc il y a des épandages. Il y a eu un reportage très emblématique sur l'Argentine avec Paul François qui était allé en Argentine sur France 2, je crois. Donc là, les doses sont absolument impressionnantes, imprègnent complètement les graines de soja, les graines de maïs, etc. Et il nous arrive, alors pour avoir travaillé avec une équipe de Nantes sur les cancers des dockers qui vont faire, vous savez que maintenant, avec les vraquiers, les bateaux s'appellent comme ça parce que les marchandises sont en vrac et ils descendent dans les cales, les dockers, avec des engins qui en plus crachent du diesel, et ils se récupèrent tous les pesticides qui sont sur le soja, sur le blé, etc. Surtout le soja en particulier qui vient du Brésil, et le maïs. Et c'est des sojas, des maïs hautement contaminés. Alors, vous savez probablement qu'il y a eu un glyphosate qui a été attribué récemment par Génération Future à quelques départements. Oui. Le premier département, c'est le Vaucluse. Alors, il se trouve que mon équipe de recherche et moi-même, nous avons été sollicités par le chef de service du service hémato d'Avignon, du centre hospitalier d'Avignon, parce qu'il était très inquiet de voir une progression du nombre de lymphomes et de leucémies depuis une dizaine d'années. Nous avons commencé à travailler avec lui. Nous mettons en place une enquête permanente auprès des patients atteints d'homéopathie, en commençant par les lymphomes. Et quelle est la première catégorie socio-professionnelle que nous voyons? C'est les agriculteurs. Pour les lymphomes de Hodgkinien en particulier. Donc je crois que nous, on a une évidence que l'augmentation des cancers est en rapport avec des expositions, notamment chez les agriculteurs, de ce type de produits. Alors, si on parle d'interdiction, puis après je vous laisserai me poser toutes les questions que vous voulez, si on parle d'interdiction, donc tout d'abord, c'est les préparations contenant du glyphosate. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui ouvre la porte à une interdiction des pesticides dans leur ensemble. Et en plus, c'est ce qui pose comme préalable que le glyphosate est toxique avec d'autres toxiques. Et que ce qui est inadmissible, c'est que Monsanto, dans les études qu'ils ont fait sur le glyphosate, qui sont biaisées comme je vous les ai décrites, en plus, n'a pas pris en compte, n'a pas mis en évidence, et s'est abrité derrière le secret industriel pour ne pas révéler les adjuvants. Or, on sait que les adjuvants, c'est des dérivés du pétrole, et les dérivés du pétrole, on connaît la toxicité depuis le XVIIIe siècle, donc là, ils ne vont pas nous faire qu'on n'est pas sûr. Et l'arsenic, c'est pareil. L'arsenic, c'est un produit connu presque depuis l'Antiquité comme étant un toxique majeur. Bon. Donc, préparation contenant du glyphosate. L'interdiction doit être immédiate.
avec un éventuel délai d'application. C'est ce qui avait été fait pour l'amiante, c'est que l'amiante, en juillet 1996, a été interdit avec comme mise en application la date du 1er janvier 1997. Donc évidemment, dans le cas d'un produit utilisé en agriculture, ça voudrait dire, si l'interdiction tombe un 1er janvier, laisser peut-être passer une année de récolte, enfin une année mais le délai ne doit pas courir pour interdire, le délai doit être à partir de la décision d'interdiction, quel est le délai qu'on se donne pour une mise en application effective. Et ça change tout. Hein. Parce que pour l'amiante, la décision est prise immédiatement. Voilà, pour l'amiante, on n'aurait jamais eu l'interdiction si on nous avait donné un délai en disant bah, peut-être que dans 3 ans, on interdira, on ne l'aurait jamais eu. Ouais, tout à fait. Et puis, bah, vous connaissez certainement la campagne lancée par Fabrice Nicolino et Génération Future. Nous sommes... Donc nous, on est Coquelicot. Voilà. Et moi, d'un point de vue de santé publique, avec tout ce que je connais sur la contribution des agrotoxiques à l'augmentation des cancers de façon générale, pour les agriculteurs, mais aussi pour la population générale, je pense que cette pétition pour une interdiction immédiate de tous les pesticides de synthèse et cette première interdiction des préparations contenant du glyphosate devrait être la première marche vers une interdiction définitive de tous les pesticides de synthèse. Voilà ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. Alors, la première question qui me vient suite à votre premier propos, c'est sur la question de la recherche. Parce que j'avais lu la lettre que vous aviez envoyée à l'époque à Cécile Duflot au moment où vous aviez refusé la Légion d'honneur. Et donc, bon, tout le monde se rappelle, on a eu les Monsanto Papers il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, bon, nos dirigeants ont l'air de l'avoir oublié, mais donc ils montraient que Monsanto avait payé des scientifiques pour faire des études pour montrer que le glyphosate n'était pas nocif. Et vous avez parlé de scientifiques qui se font discréditer, qui eux au contraire faisaient des études sérieuses, poussées, et qui montraient qu'il y avait un lien justement entre l'utilisation de ce pesticide et la santé. Et vous, dans cette lettre, vous parlez des problèmes sur votre carrière, sur la carrière des jeunes chercheurs qui travaillent avec vous. Est-ce que vous pouvez un peu en parler, et ce qui explique aussi le problème et la polémique qui revient tout le temps sur les études? Je pense que c'est très important parce que c'est l'argument qu'ils mettent en avant constamment. Alors, c'est l'objet de ce bouquin, en fait. C'est de montrer, à partir de notre double expérience, celle d'Henri Pézerin, qui a beaucoup travaillé sur l'amiante, mais aussi un peu sur la chimie, et moi sur le nucléaire également. Nous avons cette expérience que, sur ces sujets-là, nous avons été considérés comme des chercheurs dits engagés, et donc à partir de là, l'engagement étant synonyme d'absence de rigueur, ce qui est faux. Nous avons une obligation d'être encore plus rigoureux qu'eux. Donc ça, c'est une chose que, bon, j'argumente beaucoup, et en fait, dans ce bouquin, j'ai pris la peine, dans la première partie, de reprendre les dossiers, donc ces 4 dossiers, le plomb, l'amiante, les pesticides et le nucléaire, pour montrer qu'à toutes les époques, on a cette situation que nous connaissons aujourd'hui, de chercheurs rigoureux, et dans chacun des dossiers, hein, je peux vous citer des noms, chacun de ces dossiers, de chercheurs qui ont été extrêmement rigoureux, et qui, de ce fait-là, annonçaient des mauvaises nouvelles que personne ne voulait entendre, et on tire sur le pompier plutôt que d'écouter ce qu'il a à dire. C'est ça. Et en fait, sur les pesticides, donc c'est Rachel Carson, l'histoire de Rachel Carson,
C'est impressionnant ce qu'elle a subi, cette femme. Et en fait, elle est morte elle-même d'une leucémie à 53 ans. Donc je raconte un peu son histoire, mais après, il y en a, rien que sur les pesticides, il y a au moins une dizaine de chercheurs qui sont dans la même situation avant d'arriver à la génération Gilberic Séralini. Moi, personnellement, j'ai travaillé depuis le début des années 80 sur la santé des travailleurs, sur comment le travail met en jeu la santé des travailleurs, avec différents types d'enquêtes. J'ai eu du mal à imposer mes thèmes de recherche. Je l'ai fait, mais un peu à contre-courant, avec une équipe qui a été constituée depuis le départ de non-statutaires, à travers des contrats de recherche obtenus de haute lutte auprès d'instances publiques, parce que je fais une certaine mendicité de recherche. Mais oui, parce que les jeunes qui ont travaillé avec moi ont eu du mal à avoir des postes. Je dirais qu'ils en ont eu plus après que je sois formellement à la retraite de l'INSERM qu'avant. En fait, j'ai passé mon temps, depuis 30 ans, à obtenir 3 sous des administrations, des agences sanitaires, etc. Et je peux vous dire qu'actuellement, il y a 2 équipes GISCOP, groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, dont l'outil de recherche, c'est une enquête permanente auprès des patients de quelques services hospitaliers volontaires, parce que si les médecins jouent pas le jeu, on ne peut pas faire le boulot. Et l'objectif, c'est reconstituer le parcours professionnel du patient, identifier les expositions professionnelles à des cancérogènes connus dans ces parcours, renvoyer la connaissance du travail exposé vers les instances de prévention, qui n'en ont malheureusement pas grand-chose à faire, et accompagner les patients sur le processus de reconnaissance en maladie professionnelle. GISCOP 93, donc c'est en Seine-Saint-Denis, c'était en première intention les cancers respiratoires, puis les cancers urinaires. Nous avons 1400 dossiers dans notre base. 85% de ces patients ont été lourdement exposés à des cancérogènes en polyexposition, c'est-à-dire les fameux effets cocktails, avec des cancers précoces et parfois très précoces. Je peux citer un jeune de 34 ans, il n'avait même pas atteint ses 35 ans, qui est mort en quelques semaines d'un cancer bronchopulmonaire fulgurant, qui n'avait pas été identifié, c'est certain, dans les mois qui avaient précédé, mais il est clair que de toute façon, il serait mort en très peu de temps, compte tenu de la gravité de l'atteinte. Il avait travaillé dans une usine sidérurgique d'un des grands groupes sidérurgiques français, et comme il avait été d'abord intérimaire, il avait été mis sur tous les sales boulots de la sidérurgie, c'est-à-dire le nettoyage des fours, les conditions les pires qu'on puisse faire. Et comme il avait eu des velléités de prendre un mandat de syndicaliste, puis de CHSCT, dès qu'il a été titularisé, il a été mis sur tous les sales boulots pendant 18 ans. Et il est mort à moins de 35 ans. On a réussi à le faire reconnaître en maladie professionnelle, on a même réussi à obtenir la faute inexcusable de l'employeur. S'il n'y avait pas eu l'enquête GISCOP, on n'y serait jamais parvenu. Il n'aurait jamais été fait. Et puis du coup, là, parce qu'il y a un chiffre là, que j'ai repris dans des articles que vous écriviez, vous écrivez 355 000 nouveaux cas de cancer par an, moins de 0,5% reconnus en maladie professionnelle. Donc à chaque fois, on reste sur une bataille pour pouvoir faire reconnaître je vous cite ce cas-là parce que, en fait, ce qui est inadmissible, c'est que la version officielle des cancers professionnels, c'est les chiffres de la CNAM, qui sont plutôt d'ailleurs en stagnation actuellement, alors que l'augmentation des cancers, ça c'était, je ne sais plus quand, mais la dernière évaluation
on approche les 400 000. On est à 385 000, on approche les 400 000. Et ce ne sont que des estimations, puisque en France, on a quelques registres qui ne couvrent que moins de 20% de la population française, pas dans les régions en plus industrielles, et que les extrapolations sont, de mon point de vue, sujettes à caution, et en plus, il n'y a aucune donnée sur la profession dans ces registres. Donc, le seul moyen de produire des données, c'est ce que nous faisons. Et en fait, le GISCOP 93 est actuellement avec une situation où il n'y a que des chercheurs non statutaires qui travaillent sur l'enquête, parce qu'on n'a jamais réussi à obtenir un poste de recherche spécifique GISCOP. Et actuellement, on a de quoi, dans cette équipe, payer les gens jusqu'à juin 2019. Donc on ne sait pas si on va pouvoir poursuivre l'enquête, alors qu'il y a une demande des services hospitaliers pour qu'on puisse le faire. Donc ça, c'est mon exemple personnel, mais une anecdote que je raconte assez souvent, c'est que lorsqu'il y a eu l'expertise collective INSERM, il y avait 2 chercheurs en France qui travaillaient sur l'amiante. Henri Pézerin, qui était sur les mécanismes de toxicité en toxicochimie fondamentale, et moi en santé publique sur la question de la reconnaissance. Quand le groupe de travail, le groupe d'expertise collective a été constitué, à ma grande surprise, on a été sollicité ni l'un ni l'autre. Alors que moi je suis de l'INSERM, que Henri était du CNRS. Je téléphone à mon collègue, parce que j'étais de la maison, je lui dis, écoute, il y a quand même une anomalie dans votre groupe d'expertise. Vous faites venir des gens du comité permanent amiante qui sont notoirement soudoyés par les industriels, et ni Henri ni moi n'y sommes. Alors moi je sais, je suis femme, je suis non médecin, et je suis sociologue, donc j'ai 3 handicaps sérieux, d'accord, mais Henri est un homme, directeur de recherche au CNRS, et en recherche fondamentale en physico-chimie. Et sa réponse, mais alors, a fusé, il m'a dit, mais Annie, toi et Henri, vous êtes beaucoup trop engagés. Et j'ai dit, attends, engagés de quel côté? Et les autres sont engagés de quel côté? Oui, c'est ça. Voilà. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Et alors, il y a une expression que j'aime beaucoup de vous, et que j'utilise souvent. Vous dites souvent que ça veut dire quelque chose aussi de notre société, vous faites des liens et des parallèles en disant, là vous venez de nous dire depuis 1962 on savait pour les produits contenant du glyphosate, sur l'amiante vous dites depuis les années 1930 on savait sur l'amiante et pourtant on a continué, et vous dites ça dit quelque chose sur où on est dans un système qui donne des permis de tuer aux entreprises, c'est l'expression que vous utilisez. Comment on en arrive dans une société où finalement le modèle économique prend toujours le pas sur la santé publique? Alors, il y a un aspect historique qui est que, en fait, à un moment donné, c'est la rationalité économique qui s'est imposée dans les tribunaux. Alors, il y a toute une histoire, il faut lire les travaux historiques de Thomas Leroux, par exemple, qui sont très très intéressants sur les conflits dans Paris autour des questions d'implantation industrielle, les abattoirs. Ça commence avec les abattoirs, ces choses-là. Donc cet aspect historique fait qu'à un moment donné, la justice devient beaucoup plus sensible à la rationalité économique qu'à la santé publique. Il y a ensuite tout ce qui a été mis en place, et j'en parle vraiment beaucoup là-dedans, par les industriels, justement, pour produire du doute. La justice se base sur des faits et sur des preuves. Si les faits n'apportent pas les preuves, la justice se met en retrait. Et ça a énormément joué, et ça joue encore, puisqu'on a une décision récente dans le dossier de l'amiante avec Amisol, où le non-lieu est lié au fait qu'on n'aurait pas la certitude de la date de contamination par l'amiante des victimes. C'est n'importe quoi. Bon, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, au travers de ces stratégies de mise en doute, c'est pas seulement l'institution scientifique qui a été mise en cause, c'est l'institution judiciaire proprement dite. Parce que si on reprend les différents procès
de l'amiante en particulier, mais il y en a d'autres sur la chimie, etc., on s'aperçoit que ce qui est toujours en cause, c'est cette histoire de doute, et qui s'appuie sur le délai. En fait, c'est aussi ce que Jean-Paul Tessonnière, l'avocat avec lequel je travaille, appelle la déliaison temporelle. C'est-à-dire qu'un crime, vous avez l'instantanéité, la personne a pris un pistolet, a tiré, la victime est tuée, on a une unité de lieu, de temps. C'est la tragédie. Et voilà. Et en plus, on a la balistique, on peut prouver que c'est la balle, machin, etc. Alors que l'exposition aux pesticides, l'exposition à l'amiante, l'exposition à la radioactivité se fait à un moment X de l'histoire de l'individu. Et puis comme le processus de cancérisation peut mettre 10, 20, 30, 40, voire 50 ans, le jour où les faits, je dirais la preuve par la victime arrive, il s'est passé 4 décennies. Et en fait, les industriels se servent de ce temps-là, plus l'histoire du doute, pour remettre en cause le fait que ce serait cette exposition, ces expositions et le processus qui en a suivi qui est responsable de la mortalité. Donc, les Italiens ont été très intelligents. Malheureusement, la Cour de cassation, à mon avis, a été influencée politiquement pour résister à la condamnation. Mais à Turin, des procureurs ont réfléchi que ce qui était en cause dans l'amiante, c'était pas l'homicide volontaire ou involontaire, parce que c'est quasi improbable avec les outils juridiques qu'on a. En revanche, ils avaient dans leur droit pénal, ils ont toujours d'ailleurs, une disposition qui dit s'il y a, si l'auteur du crime a anticipé sur des dégâts, on est en présence d'un désastre volontaire. Alors, ils disent pas volontaire, ils disent dolosif, moi j'utilise un mot plus compréhensible. Et en fait, en réfléchissant actuellement sur ce problème du droit pénal que nous voudrions faire évoluer, pour nous, il y a quelque chose qui pourrait servir à le faire évoluer. C'est ce que nous appelons le consentement meurtrier. C'est-à-dire que des industriels mettent en place ou continuent à produire avec des produits dangereux, avec des substances toxiques, dont ils savent que ça va faire des dégâts humains. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est sur qui ça va tomber et dans combien de temps. Et c'est ce que nous appelons le consentement meurtrier. C'est-à-dire que, en fait, ce qui serait à juger, c'est quelles sont les stratégies qui ont été mises en place par les industriels pour continuer à produire, malgré tous les règlements qu'on a, par exemple sur des substances, si je prends le Roundup. Le Roundup contient non seulement du glyphosate, pour lequel il y a quand même la décision du cirque de le classer cancérogène, mais le Roundup, c'est du glyphosate, plus des HAP, donc les dérivés pétroliers, plus de l'arsenic, qui sont des toxiques notoires, cancérogènes, et qui devraient être soumis aux obligations d'utilisation de substances cancérogènes. Ce qui, du point de vue du droit civil, peut se classer produit défectueux, et du point de vue du Code du travail, devrait être dans la catégorie des cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, où le premier article dit il ne doit pas y avoir, enfin c'est pas dans ces termes-là, mais c'est ça ce que ça veut dire, il ne doit pas y avoir de contact entre les travailleurs et le produit. Donc, et puis après, dans le Code de la santé publique, il y a des choses qui se déclinent, dans le Code de l'environnement aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est à cette situation? C'est que ce fameux consentement meurtrier laisse une latitude aux industriels qui n'auraient jamais dû exister. Oui, bien sûr.
Parce que hier, justement, sur ce sujet-là, il y avait le procès des faucheurs volontaires Oui. à Luxembourg, de l'Ariège, en fait. Alors, j'ai pas encore vu les... Alors, moi, j'ai assisté Super. en soutien aux faucheurs. Et la partie qui représentait la Commission européenne, en gros, a dit que le fait que le glyphosate se retrouve dans les urines était une bonne chose, puisque ça pouvait montrer que le corps ne le métabolisait pas, et que par conséquent, c'était un produit qui donc était évacué. Donc voilà, ça c'était la défense. C'est la défense de Monsanto. Et de l'avocat. Et de l'avocat de Commission Monsanto. européenne. Et de la Commission européenne. Oui, c'est le représentant de la Commission européenne qui a Bon, annoncé ça hier. Donc, donc on s'interroge sur leur façon de voir les choses, parce que du moment qu'il y a un produit qui est dangereux, le fait de pouvoir justifier que le corps fonctionne bien en l'évacuant, du coup il se dédouane complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand une substance toxique, enfin une substance étrangère à l'organisme, que l'organisme n'assimile pas, même si à un moment donné elle est évacuée, d'une part, tout n'est jamais complètement évacué, et d'autre part, elle a le temps de faire des dégâts avant d'être évacuée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tout ou partie du glyphosate est évacué par voie urinaire que, en passant alors, par la voie digestive, par le foie, par le rein, par la vessie, le glyphosate ne fait pas ses dégâts. Bon. Et par ailleurs, le glyphosate n'étant pas tout seul, la métabolisation du glyphosate dans l'organisme est très mal connue, parce qu'elle n'a pas été vraiment étudiée, mais on sait que à ce moment-là, les effets de synergie entre les différents métabolites, et là je vais prendre un autre exemple pour vous faire comprendre, c'est l'exemple de Paul François. Paul François a été exposé à un autre produit qui s'appelle le Lasso. La même chose, Monsanto parle de sa substance active qui est l'alachlore, mais ne parle pas de l'adjuvant, qui est quand même à 50%, qui est le monochlorobenzène. Le chlorobenzène, c'est la même chose. Le chlorobenzène est un neurotoxique, l'alachlore est un cancérogène. Donc, coup de quoi. Et en fait, ce qui s'est passé pour Paul François, il est exposé de façon accidentelle à une très forte dose. Mais probablement que dans les mois, voire les années précédentes, comme il utilisait le lasso depuis longtemps, il avait eu une imprégnation par le chlorobenzène, en synergie avec l'alachlore. Or, ce qui se passe quand il y a les deux produits ensemble, c'est que l'alachlore bloque le processus d'élimination du chlorobenzène. Et qu'il a dû stocker dans les graisses une quantité importante de chlorobenzène, qui a fait que quand il y a eu cette bouffée qu'il a pris au moment de son accident, là il a eu un véritable empoisonnement. Ensuite ça s'est un peu calmé, et puis l'été suivant il était très fatigué, il n'arrivait pas à manger, il avait plus d'appétit, etc. Il a maigri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu relargage du chlorobenzène dans le sang. Réintoxication qui a conduit à de nouveaux symptômes qui ont fait qu'il a été hospitalisé en décembre 2004 jusqu'à février 2005. Et en fait, c'est dans cette période-là où, en faisant l'analyse de ses cheveux, et comme il avait été hospitalisé, il n'avait pas été chez le coiffeur, etc., et ils se sont aperçus qu'il y avait du chlorobenzène sur les mèches et pas seulement à la racine. Et en fait, c'est là où ils ont découvert qu'il y avait des métabolites de l'articulation entre chlorobenzène et alachlore dans son organisme qui pouvaient expliquer les symptômes de neurotoxicité qu'il a présentés. Au point que Monsanto, pour essayer de se dédouaner, a dit qu'il s'était shooté au chlorobenzène à l'hôpital.
Ça va? C'était ça mon idée de terminer, c'était sur... Donc, quand un toxique pénètre dans l'organisme, on a écrit un texte avec André Picot là-dessus, dans le livre Les risques du travail, qui est un texte le plus compréhensible possible pour que des travailleurs, CHSCT ou autres, ce qu'il en reste, puissent l'utiliser justement dans des discussions de ce type. Là, le procureur donnera son avis le 14 février. Là-dessus, 14 février. 14 février, pour l'avis du procureur, le jugement en juillet. Alors, sur l'Europe, je vous recommande les 2 livres de Stéphane Aurel. Le premier, c'était sur comment les lobbies ont réussi à bloquer la réglementation sur les perturbateurs endocriniens. Et ça s'appelle Intoxication, son livre. C'est à la découverte, et toujours à la même maison d'édition. Elle vient de sortir un bouquin qui s'appelle La lobictomie. Il n'est pas la lobictomie, et c'est sur les lobbies, notamment à Bruxelles, mais pas seulement. Comment les lobbies arrivent à bloquer. Donc elle a beaucoup travaillé avec l'Observatoire des multinationales à Bruxelles qui travaille là-dessus, qui est une ONG, qui montre qu'il y a beaucoup plus de lobbyistes que de parlementaires européens sur la place de Bruxelles. Et la manière dont ils vont systématiquement, ils se font recevoir en permanence. Il y a beaucoup plus de lobbyistes dans les couloirs du Parlement européen qu'évidemment de travailleurs et de leurs représentants. C'est ça. Et pour continuer un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le droit pénal qui doit évoluer, en fait concrètement, là donc nous, ce sur quoi on travaille, c'est l'interdiction des préparations contenant du glyphosate, mais en fait c'est un débat qu'on retrouve, on parlait de l'amiante, du chlordécone, etc., mais c'est un débat qu'on retrouve partout et qui pose la continuation de ce modèle dans lequel on est, parce que concrètement, après le glyphosate, bon il y a les autres pesticides de synthèse, mais après le glyphosate ils trouveront autre chose parce que des alternatives existent, mais pas dans un modèle où on a un agriculteur qui sont les premières victimes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec les cancers dont on parlait, mais pas avec des surfaces telles qu'elles sont et pas dans le modèle économique dans lequel on les a amenés avec notamment la PAC, etc. etc. Et du coup, la question de comment aussi le fait d'interdire ces substances qui sont extrêmement dangereuses à la fois pour les travailleurs et à la fois pour la population en général, qui se fait empoisonner par ces grandes entreprises et par ces grands lobbyistes, c'est aussi de poser la question de comment on sort de cette société qui, concrètement, fait toujours passer l'écologie, la santé publique et l'intérêt général, humain généralement, après l'intérêt économique des entreprises. Comment on fait valoir, par exemple, le principe de précaution qui normalement devait exister en Europe, qui est quand même, on le voit, largement oublié dedans. Donc voilà, par quoi ça passe d'important. Donc il y a la législation sur ça, il y a le droit pénal qui doit évoluer, vous parlez du consentement meurtrier, et il y a aussi, par exemple, si on parle vraiment spécifiquement du glyphosate, on ne peut pas continuer, par exemple, une agriculture intensive comme ça. Il faut qu'elle devienne intensive, mais en main-d'œuvre. C'est ça aussi sur quoi il faut évoluer, parce que sinon on va toujours continuer dans les mêmes débats et toujours avec des scandales sur des produits qui vont continuer. Alors, il faut effectivement une simultanéité d'un certain nombre d'évolutions, je dirais. Alors, pour revenir à l'expérience de l'amiante, ce que je peux dire, c'est que, contrairement à ce que disaient les industriels, il n'y a pas eu de catastrophe de l'emploi. C'est totalement faux de dire qu'il y a eu une catastrophe de l'emploi avec l'interdiction de l'amiante. Je dirais même que certains secteurs se sont vus renforcés, et y compris parmi les industries criminelles qui ont floqué à l'amiante, ils se sont de nouveau fait une santé économique scandaleuse avec le déflocage. Donc, le raisonnement, c'est que ce qui se passe par rapport à l'interdiction, du côté des industriels, c'est qu'ils perdent des monopoles. Quand vous voyez l'utilisation du Roundup, c'est clair que Monsanto
et Bayer Monsanto maintenant, exercent un monopole mondial sur une certaine agriculture. C'est pas seulement un monopole sur un produit, mais c'est un monopole sur une agriculture. Donc il faut libérer l'agriculture de ce monopole. Et là aussi, je fais le parallèle avec l'amiante parce que je trouve que c'est intéressant de tirer parti de l'expérience de l'amiante. Ce qui a été très important dans la réussite de l'interdiction de l'amiante pour l'Europe, parce que malheureusement, il y a d'autres continents qui n'en sont pas là, c'est le fait qu'on a rediversifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas remplacé une fibre par une fibre. On a rediversifié à travers tout un ensemble de matériaux. Alors, pour certaines utilisations, le fibrociment s'est reconverti avec des fibres végétales, comme la cellulose, en fonction des pays, d'ailleurs, ça a été des fibres différentes, le sisal, le coco, etc. Enfin, donc, permettant d'ailleurs à des économies locales de retrouver un certain dynamisme par rapport à certains produits. L'utilisation du métal, par exemple, les pays du Nord qui ont été les premiers à interdire, ont remplacé très rapidement, voire n'avaient pas utilisé le fibrociment à cause du froid. Donc ils n'ont pas eu de peine à rediversifier par rapport à d'autres types de produits. Et il y a de multiples utilisations d'amiante qui n'avaient aucun sens, si ce n'est cette position de monopole des industriels de l'amiante, Saint-Gobain, Eternit et compagnie. Donc, si on fait le parallèle par rapport à l'agriculture, il est clair qu'il faut rediversifier les modes de production agricole en privilégiant les modes de production agricole non toxiques et riches en main-d'œuvre. Et il est clair que là, le modèle qu'on peut mettre en avant, c'est quand même le modèle de l'agriculture biologique. Hein? Donc, en fait, une des choses qu'il faut dénoncer aussi, c'est cette position de monopole, qui est en fait la raison pour laquelle les lobbies industriels utilisent l'argument de l'emploi, alors qu'en fait, c'est eux qui sont en situation d'appauvrir l'emploi et non les modes de production alternatifs. Donc ça, je crois que c'est très très important d'avoir ça en tête. Alors après, pour le pénal, il y a, je dirais, 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est le niveau du passif. Il faut pouvoir condamner sur les crimes industriels, sur ce fameux consentement meurtrier. Vous avez consenti à ce que votre production produise des morts. Et ça, c'est contre tous les principes universels de tous les droits humains fondamentaux. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la mise en application effective de la mission de contrôle de l'inspection du travail et de tous les types d'inspections qu'on connaît en France pour empêcher des industriels de poursuivre en situation d'infraction par rapport à tous ces produits. Il est inadmissible aujourd'hui que dans une enquête comme celle que nous menons, les enquêtes GISCOP, on puisse dire sur la Seine-Saint-Denis, avec 1400 patients qui ont travaillé en Seine-Saint-Denis ou en Île-de-France, dans des procédés de production comme la construction, comme le travail des métaux, les garages, le nettoyage, la gestion des déchets, les gens soient exposés sans aucune protection, sans aucune information, à des cancérogènes notoirement connus, sur lesquels il n'y a aucun doute. Donc, pourquoi l'inspection du travail n'est-elle pas soutenue par le ministère du Travail pour engager véritablement des actions pénales? Et pourquoi les actions pénales qui sont faites par ces inspecteurs du travail sont-elles classées sans suite par les procureurs? Là, il y a un problème de fond, et toutes les réformes qui sont actuellement en cours, je dirais depuis la loi Rebsamen jusqu'aux ordonnances Macron,
et le rapport Lecoq qui vient de vous être sorti là, tout récemment, ont pour objectif de finalement dédouaner encore plus les entreprises du point de vue de la sanction pénale. Or, la sanction pénale, c'est quoi? C'est l'application stricte de l'interdit de tuer. Ce qui est interdit aux terroristes doit l'être aux criminels en col blanc. Le troisième niveau, c'est l'anticipation. Et là, je m'appuie un peu sur les travaux d'une juriste très connue, qui est Mireille Delmas-Marty, qui parle de la nécessité d'anticiper. Alors, déjà par rapport à la prévention, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a en principe le règlement REACH, qui aurait dû être appliqué bien autrement qu'il ne l'est, qui dit on inverse la charge de la preuve, c'est aux industriels de prouver que leurs produits ne font pas de dégâts. Alors là où ça pêche, c'est que quand même le système de preuve est complètement emprisonné par les industriels qui font ce qu'ils veulent sur le plan scientifique, et on revient à la case départ. Bon, hein. Mais on a un principe qui est décliné dans je ne sais combien d'articles des codes de la santé publique, du travail, de l'environnement, disant on ne doit pas, et dans la Constitution, tout le monde a droit à un environnement sain. Il n'y a pas de raison qu'un travailleur travaille dans un environnement contaminé, que des riverains d'une usine ou d'un incinérateur, comme c'est ce qui se passe à Ivry, soient sous le vent ou autour des centrales nucléaires, où il y a un droit absolu à un environnement sain et à travailler sans perdre sa vie à la gagner. Bon. Donc, il y a la nécessité de mettre en place les outils réglementaires, juridiques, dans les différents codes, qui permettent de faire de ce droit un droit effectif. C'est l'anticipation avec la prévention par rapport à tout ce qui est déjà connu et la précaution en situation d'incertitude. C'est-à-dire qu'en situation d'incertitude, c'est inadmissible d'attendre ce qu'on fait par rapport au rond-point où on attend qu'il y ait 3 morts pour mettre un feu de circulation. Là, c'est bien pire. On attend qu'il y ait des milliers de victimes avant de commencer à faire le début de quelque chose qui bien souvent est sans efficacité compte tenu de tout ce qu'on vient de dire.